toujours battu pour eux, quoi. Et du jour au lendemain, suite à ça, en plus, on a quand même l'adolescence qui s'y met parce qu'aujourd'hui il a 14 ans. Donc c'est tout un complément qui fait qu'il a plus vraiment le même caractère qu'avant, quoi. Qu'avez-vous décidé après l'accident ? On a porté plainte contre X parce qu'on a fait une petite enquête pour savoir ce qui s'était passé plus ou moins. Et on a appris que c'était le petit pont massacreur. Donc on a porté plainte contre X et après on est passé au tribunal. Est-ce que l'école vous a aidé dans ces démarches ? On va dire oui et non, parce qu'eux, ils ont fait une enquête interne de l'école et ils ont pris, entre guillemets, les 5 plus durs de la classe qu'ils ont fait envoyer plus ou moins à la police pour expliquer. La police les a interrogés et devant la barre, on s'est retrouvé avec 5 gamins, alors que dans le vestiaire, ils étaient 12. Le procès a permis de démontrer quelque chose ? Pas grand-chose, en fait, juste un qui a été relaxé, les 4 autres ont pris, mais on sait plus ou moins ce qui s'est passé, on sait qu'il a été lynché dans le vestiaire, on sait maintenant l'histoire, mais maintenant qui a fait quoi, on sait qu'ils étaient 12, voilà, quoi. Est-ce que votre fils a assisté au procès ? Oui, il a assisté au procès, au moins. Il a pu, pas comprendre, mais apprendre ce qui lui était arrivé, parce que lui, il n'a aucun souvenir de son agression. Après le verdict, il y a eu appel, je crois ? Oui, ils ont fait appel. La partie adverse, on ne sait pas s'il y en a 1 ou 4 qui a fait appel, on saura par la suite. Et nous, du coup, on va pouvoir monter un dossier avec tous les éléments et puis faire, pourquoi pas, une demande pour que tous les enfants qui ont assisté à ça soient devant la barre. Est-ce que vous savez quelle peine ils auraient encouru s'ils avaient été majeurs ? Au-dessus de 15 ans, c'est jusqu'à 10 ans de prison. Et là, ils ont eu mesures éducatives et une ouverture de casier judiciaire, quoi, en fait, avec une promesse solennelle. Voilà. Mesures éducatives, ça consiste en quoi exactement ? Ils sont suivis ? Non, c'est vraiment, il ne faut pas qu'ils recommencent une autre bêtise et puis voilà, quoi, ça s'arrête là. Égale rien. Vous dites égale rien. Égal, ils se sentent impunis et ils peuvent continuer. On peut pas dire que ce sont des enfants, c'est difficile parce que vous savez, on dit souvent il ne faut jamais minimiser la cruauté des enfants. Ouais. Freud disait que l'enfant est un pervers polymorphe, c'est pas faux, parce que dans le cas de votre fille Noélanie, c'est vrai qu'elle a été victime de lynchage, tout comme votre fils, et ce que les enfants n'ont pas supporté, c'est peut-être la différence, la timidité, parce que, juste un mot concernant les enfants victimes, ils sont souvent timides, ils sont souvent très sensibles, ils se mettent à l'écart, et ils sont souvent effectivement précoces, c'est-à-dire qu'ils ressentent tout, ils n'osent rien dire, ce sont des éponges et ils se mettent en retrait. D'où c'était le cas de votre fille, Noélanie. Mais elle n'était pas timide. Elle n'était pas timide, mais elle était précoce et très sensible, comme vous dites, sensible à tout. Vous nous racontiez tout à l'heure, donc je rappelle qu'elle avait 8 ans lorsqu'elle s'est sentie menacée par les enfants de son école. Vous nous racontiez qu'elle a écrit une lettre destinée à prévenir un gendarme qu'elle avait déjà rencontré à l'école et qui lui avait dit de le prévenir au cas où. Comment ont réagi ces gendarmes, et lui en particulier, quand il a lu cette lettre ? C'est-à-dire que le gendarme en question qui a eu la lettre, ce n'est pas celui qui l'a reçue finalement. Donc lui, il l'a su un mois après. Voilà, un mois après, quand les gendarmes sont venus nous avertir, quand c'est quoi sont venus nous en avertir, c'est là qu'il l'a su. Et il m'a dit, mais malheureusement, il est décédé depuis, ce monsieur, mais il a beaucoup culpabilisé. Donc moi, il m'avait confié quand même qu'il aurait dû venir la voir quand il a su que la lettre lui était adressée et qu'il pensait que son collègue faisait le nécessaire pour la protéger, malheureusement. Vous pensez que les choses auraient été différentes si ce gendarme-là, précisément, avait lui-même reçu la lettre ? Oui. Il me l'a dit, parce que lui, il la croyait, et qu'il aurait fait quelque chose déjà. Puisque, maintenant, c'est pour ça, nous, on dit vraiment qu'il y a un gros manque d'informations, et donc c'est pour ça qu'il y a eu ce drame. Si vraiment, je pense, ce gendarme avait eu l'information auquel on dit la vie de l'enfant est en danger dès lors qu'il se plaint de strangulation, qu'elle est en danger imminente, il faut déscolariser l'enfant, etc. Qu'est-ce qui vous aide, Christine, à tenir au quotidien ? Qu'est-ce qui m'aide ? Mes enfants, les autres qui sont là, qui nous empêchaient de mourir en même temps qu'elles, pas d'autres mots. Rendre justice à Noélanie, c'est la moins des choses qui lui soit due.
Alors justement, vous avez ouvert une enquête ? Oui. Dans Montpellier, en réanimation, on nous a dit votre fille elle a des traces de strangulation, elle est morte de ça. On n'a retrouvé aucune cause. Donc ma fille est morte officiellement d'une anoxie cérébrale avec des lésions agoniques d'asphyxie. Excusez-moi, mais ça veut dire ce que ça veut dire. On ne peut pas être plus clair. D'origine naturelle. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Comme s'il pouvait y avoir naturellement quelque chose qui provoque, qui conduit à... Voilà. Il n'y a rien, c'est impossible. Donc on a des experts, bien évidemment, sans rentrer dans trop de détails, qui ont écrit au procureur, à la justice, pour dire non, on a étudié le dossier, sachez qu'il existe des jeux de non-oxygénation, etc., qui ont pour conséquence une anoxie cérébrale, qui donne un œdème cérébral, et au final... Donc ils ont mis ça sur le compte d'un jeu. Ah non, même pas. Pour eux c'est... elle a été victime de violences, mais de violences, effectivement, du problème de racisme, de tout ce qu'on veut, de violence, que ça se passe effectivement au sein des écoles, la violence, etc. Parce que donc des enfants ont quand même témoigné, avoir vu se faire étrangler. Mais pour autant, elle n'a pas pu mourir de ces conséquences. Voilà, de ces strangulations, parce que à la limite, c'est comme si ça pouvait paraître trop irréel, qu'un enfant puisse mourir de ça. Et il y a un manque d'informations, même les médecins. Oui. Dans le dossier, on parle aussi de crise d'épilepsie fulgurante. Voilà, l'épilepsie qu'elle a eue et le symptôme de l'anoxie cérébrale. Voilà. C'est-à-dire la cause de la mort, c'est une anoxie cérébrale. Oui, Noélanie est morte donc justement suite à un manque d'oxygénation. Oui. Mais il y a aussi dans le cas de Magali, votre fils qui s'appelle Benjamin, je crois. Alors là, c'est aussi quelque chose qui est très important parce qu'avec les jeux du foulard et les jeux de non-oxygénation, bien souvent on appuie sur la carotide et derrière la carotide, il y a le nerf vague qui passe et les enfants peuvent mourir d'une crise cardiaque en l'espace de 3 à 4 minutes. Enfin, c'est hyper fulgurant et on a l'impression qu'ils sont étranglés, ils ont les pieds sur terre. Je veux dire comme ça, on a vu lors de notre dernier passage, en 2010, que effectivement un petit garçon avait raté son jeu et était mort d'une crise cardiaque dans sa chambre, donc pas seulement dans les cours d'école. Et d'anoxie cérébrale. Combien de temps faut-il, Yvonne? Il faut le rappeler, ça va très vite. 3 à 4 minutes. On peut mourir parce que derrière la carotide, quand on appuie, eh bien, il y a le nerf vague qui va directement au cœur et on peut mourir d'une crise cardiaque. Et donc, le diagnostic qu'on donne pour la mort, on dit souvent mort naturelle, parce qu'effectivement, il y a pu y avoir crise cardiaque. Donc c'est très important à signaler, ça va très très vite. Et même si on n'en meurt pas, monsieur, je pense que vous êtes bien formé pour ça, pour savoir que même simplement le fait de perdre connaissance, quand on appuie sur les carotides, parce que moi c'était le cas de ma fille, simplement le fait de perdre connaissance, c'est qu'on a le cerveau manque d'oxygène, c'est ce que nous ont dit les médecins, et que ça peut occasionner des séquelles irréversibles. Mais et même quelques minutes, quelques heures des fois après l'acte, ça peut avoir des conséquences qu'on n'en meurt pas toujours. Oui, Christine, vous évoquez effectivement les conséquences qui sont très importantes. Alors comme on le disait au début de l'émission, il faut surtout parler du handicap, c'est-à-dire qu'ils risquent d'être en couche, de porter des couches toute leur vie, ils risquent d'être tétraplégiques, ils risquent d'être sourds, ils risquent de ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir manger seuls. Et je crois qu'il faut vraiment, je pense que vous le faites dans les écoles, souligner le handicap inhérent aux jeux dangereux par manque d'oxygénation. Donc si je comprends bien, on parle de la mort et des décès incroyablement inacceptables et douloureux depuis le début de l'émission, mais il faut insister sur le handicap, car le risque est encore plus grand. Oui, et Sophie, il y a un autre élément, c'est que les enfants, comme ce sont souvent des enfants vifs, curieux, pleins de vie, sans doute comme était Benjamin, et qui n'ont pas conscience de la mort. Ils ne vont pas jouer à mourir, ils vont jouer à avoir des sensations. Donc, pour eux, sensation, c'est bien-être. On va faire dodo, on va avoir des hallucinations. On parle d'ailleurs de rêves bleus, de rêves indiens. Donc, on voit bien que c'est quelque chose comme un voyage narcoleptique. Donc, peut-être que leur parler du handicap, ça leur parle plus que la mort. C'est plus concret. C'est plus concret parce que la mort, pour eux, c'est quelque chose qui est totalement abstrait. C'est fictif et c'est en tout cas pas pour eux. Et dire surtout quand on fait des préventions, peut-être aussi insister sur le fait, parce que l'enfant, lui, qui y joue, qui choisit d'y participer, je pense que l'information, il l'a. Et après, si c'est bien fait, il pratique plus, on est d'accord. Par contre, l'enfant qui subit, lui, il est pas dans le même truc. Lui participe pas, il souhaite pas y jouer, lui, on lui fait de force. Voilà. Et là, pour qu'il ose parler, il faut qu'il se sente en confiance, etc. Et il me semble que quand on fait de la prévention, je pense que c'est important de parler comme quoi ça peut être aussi également fait de force. Voilà, et dire qu'il ne faut pas le faire, qu'il ne faut pas se faire à soi, mais qu'il ne faut pas non plus le faire à d'autres. D'où l'importance des parents, leur apprendre à dire non.
Oui. Donc savoir dire non et savoir leur dire aussi ce que je pense vous faites, qu'ils sont des petits héros. Quand ils voient des manifestations comme ça de violence devant eux, ils ne sont pas des délateurs, mais ils vont sauver la vie de petits copains. Donc l'importance de cette émission, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour ça qu'on traite ce thème aujourd'hui, pour tenter de faire passer des messages et de faire de la prévention. On va revenir à l'histoire de Magali. Magali, votre fils de 10 ans, a été retrouvé pendu à l'essuie-main des toilettes de son école. Est-ce que l'autopsie a confirmé qu'il s'agissait d'un accident? Oui, il est très très clair que dans l'autopsie, c'est bien écrit que c'est par accident, de jeu dangereux, que c'est 3 minutes pour mourir, qu'il y a la force aussi du poids. Il est important de savoir qu'un enfant de 3 ans a beaucoup moins de force qu'un enfant de 8 ans quand il va appuyer sur les carotides ou autres. Et puis les signes et risques, tout ce qui est. Et la justice décidera un peu plus tard que, bien évidemment, Benjamin est mort d'un jeu de non-oxygénation. Je vous propose d'ouvrir la deuxième partie de notre émission, les jours d'après. Alors justement, de quoi ont été faites vos journées après le décès de Benjamin? Immédiatement, c'est le directeur, quand il m'a dit « Benjamin a choisi l'école pour mourir », je me suis insurgée, j'ai dit « c'est pas possible, je connaissais mon petit garçon ». Par contre, quand j'apprends après qu'il a pu par défi faire ça, j'ai dit oui. J'ai dit parce qu'un défi, un petit garçon peut le faire. Il fallait quand même que je sois ouverte à tout ça. Par contre, mourir par suicide, c'était absolument impossible. Moi, j'ai commencé une enquête, jour et nuit. J'ai mis des perruques, j'ai traîné dans les tribunaux, dans les cantines des tribunaux. J'ai été vraiment partout. J'ai interrogé des parents. À la recherche de quoi dans les tribunaux? Je voulais savoir la cause réelle. Pourquoi Benjamin était mort? Ce que moi j'appelais une mort injustifiée, et pourquoi on m'avait pris mon petit garçon comme ça stupidement. Et alors justement, qui vous a vraiment éclairé, réellement éclairé sur ce qui s'est passé ce jour-là? Eh bien, écoutez, c'est les journalistes qui avaient trouvé qu'une mort à l'école n'était pas normale, et on était un petit peu assaillis à la maison des journalistes. Et je dis, mais c'est quand même pas normal de mourir par pendaison. Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai commencé à avoir des témoignages. Et puis, de fil en aiguille, avec des parents, je découvre qu'il y a des jeux. Vous ne saviez pas du tout que votre fils pratiquait, se livrait à ces jeux dangereux? Moi, à mon avis, c'était la première fois. Il n'avait jamais essayé avant, ni nulle part. On rappelle juste la date, c'était en 1995. Dans ces années-là, on n'en parlait pas encore dans les médias. On n'en parlait pas du tout et personne ne connaissait. Mais moi, on me prenait aussi un peu pour une folle quelque part, parce qu'on me disait mais elle a perdu un enfant, elle n'est pas bien, alors que c'était pas du tout ça. Moi, j'avais des témoignages, j'avais des parents qui venaient nous dire, on était dans une totale psychose. Et puis, il a fallu que je me rapproche de médecins, qu'on analyse. Je crois qu'il y a une petite fille, une petite copine de votre fils qui vous a aussi éclairé sur ces pratiques. Elle m'a beaucoup éclairée parce qu'elle m'a dit mais Benjamin, il jouait souvent à s'étrangler à l'école, il nous faisait rire, il disait que c'était pour rigoler, il disait que c'était pour rire. Et puis il avait l'impression, je pense, après, parce que je ne connaissais pas un trait de son caractère, et bien, du moment que ça faisait rire les copains, que ça lui permettait d'intégrer un groupe, que ça lui permettait d'être reconnu parmi la classe, et bien, voilà, il cherchait toutes ces petites choses qui pouvaient faire rire les autres. C'est une notion importante, ça. Une notion importante. Faire le malin devant les copains. Faire le malin, prendre des risques. On a entendu prendre des risques, mettre au défi. Et quand on évoquait la timidité, c'est peut-être une manière, comme je suis capable, eh bien, je suis reconnue par le groupe tout entier. Donc, cette quête de reconnaissance hyper dangereuse et à souligner. Est-ce que c'est réservé à certains types d'enfants? Est-ce qu'il y a des enfants plus susceptibles que d'autres de se livrer à ce genre de pratique? Je crois qu'il y a des enfants qui font ça régulièrement et ils ont un peu la technique. Ils initient d'autres enfants qui sont plus timides, plus réservés. Et alors là, il peut y avoir des accidents parce que ceux qui sont timides, comme peut-être Benjamin, arrivent à avoir, enfin je ne sais pas, mais arrivent effectivement à tester et initient et imitent les plus grands. Et je crois qu'il y a aussi ceux qui sont vraiment très à risque, c'est les enfants qui sont hyperactifs, qui ont besoin d'avoir constamment des sensations fortes et qui sont vraiment susceptibles de toucher à ce genre de jeu dangereux parce qu'ils vont au-delà des limites en permanence. Mais il n'y a pas de profil type. Il y a aussi des enfants qui sont tout simplement pleins de vie et curieux et qui veulent savoir ce que ça donne, tout simplement.
Est-ce que, Yvonne, il y a des signes avant-coureurs très concrets qui pourraient alerter les parents? Alors, je crois que les signes avant-coureurs, c'est surtout des signes physiques. Alors, un petit peu d'injection de sang dans les yeux, les bourdonnements d'oreilles, c'est très important, les maux de tête, un petit peu